Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, saisie à Mbour de médicaments d'une valeur estimée à 518 millions de francs CFA et de plus de 300 kg de chanvre indien évalué à 30 millions de nos francs. C'est à la suite d'une opération dénommée Bouclage du littoral déroulée en 48 heures par la brigade mobile de la douane de Mbour. Trafic d'êtres humains, le phénomène prend des proportions inquiétantes dans nos pays et le Sénégal n'est pas épargné avec Kaolack, zone potentielle de transit. Plusieurs stratégies sont initiées par les autorités pour y mettre fin. En Conseil des ministres de ce mercredi, le président de la République a insisté sur la nécessaire régulation des marchés des denrées et produits essentiels aux ménages par une mobilisation des services compétents du ministère du Commerce. Il a également insisté sur la relance du cinéma sénégalais par une accélération du programme y relatif. En France, l'auteur présumé de la gifle infligée au président français Emmanuel Macron lors d'un déplacement mardi sera jugé ce jeudi en comparution immédiate. À suivre également le journal de la santé pour boucler cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Gueye. Sud Nuit. Marie-Rosalie Ndiaye. Saisie d'une quantité importante de drogue et de faux médicaments à Mbour, la brigade mobile de la douane de Mbour, dans le cadre de son opération dénommée Bouclage du littoral pour surveiller tous les points de déchargement, a réussi en 48 heures à mettre la main sur une quantité de plus de 300 kg de chanvre indien évaluée à 30 millions de nos francs, et pour les médicaments, la valeur est estimée à 518 millions. 2 individus sont déjà arrêtés et les commanditaires sont activement recherchés par la douane. Voici le lieutenant-colonel Ibrahima Kamara, chef de la subdivision maritime des douanes sénégalaises, au micro de Moustapha Sall. La saisie de la brigade mobile de Mbour, c'est une brigade qui a en 24 heures fait déjà 2 saisies, une saisie de chanvre indien et une saisie de médicaments. Et avec l'autorisation de l'autorité supérieure, nous avons monté une opération que l'autorité a dénommée Bouclage du littoral pour surveiller tous les points de déchargement. Et c'est dans ce cadre-là que la brigade de Mbour a opéré un débarquement qui a eu lieu à Warang. Et donc on a suivi le véhicule jusqu'au marché de Thiaroye, où on a découvert justement une maison inhabitée où il y avait des dépôts. C'est là où on a vraiment saisi une énorme quantité donc, de faux médicaments. C'est du faux médicament et du chanvre indien. Le chanvre indien, c'est 370 kg, 30 millions environ. Donc voilà pour le chanvre indien, et pour les médicaments, c'est estimé par les pharmaciens, parce que nous, on n'est pas des spécialistes du médicament. On a fait appel aux pharmaciens et j'en profite vraiment pour saluer leur collaboration, qui ont estimé donc ces faux médicaments à 518 millions à peu près. Bon, pour le moment, il y a eu des arrestations, mais il y a 2 personnes qui ont été arrêtées pour le moment. Et on a l'identité justement des commanditaires qui n'ont pas voulu se présenter. L'enquête suit son cours, donc vous comprenez bien que je ne peux pas donner d'autres informations sur l'enquête. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'aujourd'hui, on doit constater que sur le littoral, tout point, toute surface de côte peut être un lieu de débarquement. Donc c'est pour cela que nous devons rester vigilants et peut-être changer de méthode et nous adapter aux méthodes de ces trafiquants. Parce que parfois ce qui se fait, c'est que les bateaux viennent en mer et par les communications téléphoniques, ils appellent. Donc c'est de petites embarcations qui vont prendre par petites quantités et pour multiplier les points de débarquement. Et tout ça, l'administration des douanes est consciente de ça, et c'est pour cela que l'autorité a mis sur place cette opération-là, qui est l'opération bouclage du littoral. Donc la surveillance en mer est tellement importante. Après la saisie record de ces médicaments et du chanvre indien par la douane sur la Petite Côte, le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal est sorti de sa réserve pour alerter sur le danger qui guette la population du fait des conséquences néfastes de ces médicaments. Le pharmacien précise que ces produits sont déclarés comme des faux médicaments parce qu'on ne connaît pas leur provenance, on ne peut pas certifier leur qualité. La conservation a été très mal faite, les produits transportés, stockés et dispensés de la plus mauvaise manière. Voici Dr Peraim du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal au micro de Moustapha Sall. Il y a 2 types de produits. Il y a d'abord des produits médicamenteux, d'une part, et d'autre part, il y a du chanvre indien, comme vous avez pu le constater.
Pour ce qui est des médicaments dont j'ai fait personnellement l'évaluation, il faut dire qu'on retrouve différents types de produits. Il y a plusieurs types de familles thérapeutiques, notamment des antibiotiques, mais aussi des orexigènes, ce qu'on appelle des orexigènes, c'est des médicaments qui donnent de l'appétit, donc que les femmes utilisent couramment pour de la prise pondérale. Mais aussi, on retrouve d'autres types de produits, notamment des antalgiques. En principe, plutôt des associations d'antalgiques et d'anti-inflammatoires. Alors, la dangerosité de tous ces produits relève du fait que déjà, on peut dire que ce sont de faux médicaments. Parce que c'est des médicaments dont on ne connaît pas la provenance. Et également, c'est des produits dont on ne peut pas certifier de la qualité. Non seulement cela, mais il y a aussi que la conservation a été très mal faite. C'est des produits qui ont été emballés de manière peu académique, mais aussi qui ont été transportés de la mauvaise manière, qui ont été stockés de la mauvaise manière, et la dispensation, n'en parlons pas, parce que ce ne sont pas des professionnels de santé. Donc d'où l'importance justement de cette saisie-là, dont vous avez ces produits, dont vous avez quelques échantillons ici. Nous avons par exemple du sildenafil, c'est-à-dire le plus communément appelé le Viagra, et c'est des produits dont on connaît les effets secondaires, notamment les effets sur le cœur. Donc c'est des produits qui ne devraient pas être à la portée de tout le monde. Ensuite, nous avons du chlorphéniramine, ça ce sont des anti-allergiques, donc des antihistaminiques, que l'on ne retrouve même plus en officine. Mais qu'ils ont conditionné en sachet de 1000. Plus grave, on retrouve du sérum antitétanique. Et sur les boîtes même, vous verrez qu'ils ont marqué à conserver entre 2 et 8 degrés. Et ils n'avaient pas respecté ça. Sur la dangerosité de ces produits, parce que c'est du sérum antitétanique, qui a été conservé vraiment à une température qui n'est pas la bonne. Après le trafic de drogue et de médicaments, le trafic des personnes, un autre fléau qui prend de l'ampleur dans notre pays, les autorités initient plusieurs stratégies pour venir à bout de ce phénomène. Un atelier se tient à Kaolack pour harmoniser les efforts à Ouachao. La traite des personnes est un phénomène qui a pris des proportions inquiétantes dans nos pays ces dernières décennies. Elle revêt plusieurs formes et constitue l'une des activités les plus florissantes à côté du trafic illicite de drogue et des armes. Elle constitue également une violation flagrante des droits de l'homme. Elle est généralement exercée sur des êtres vulnérables comme les enfants et les femmes. Notre pays ne constitue pas une exception. C'est pourquoi les autorités ont initié depuis quelque temps des stratégies pour mettre fin à ce fléau. C'est dans ce cadre que le ministère de la Justice organise à Kaolack, région Carrefour, zone potentielle de transit, un atelier de formation et de sensibilisation. Dr Modi Ndiaye, coordonnateur de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes. La lutte contre la traite des personnes exige justement une coordination entre tous les acteurs pour pouvoir identifier, protéger les victimes et poursuivre les trafiquants. Les objectifs visés sont surtout un objectif de renforcement de la stratégie de lutte. Vous savez qu'en matière de traite des personnes, les trafiquants qui s'exercent dans cette forme de criminalité violente utilisent beaucoup de subterfuges, les changent, s'adaptent, se cachent, et il faut également que la stratégie de l'État puisse les suivre, mais également puisse se faire connaître, parce que aujourd'hui dans nos pays, beaucoup de personnes sont encore dans l'incrédulité. On se pose encore la question, est-ce que la traite des personnes existe au Sénégal? Parce qu'elle n'est pas visible, sauf sur certaines formes, celle des enfants elle est visible quand même, parce qu'elle se déroule en silence. Donc il est important d'aider, et c'est le rôle des professionnels, à la déceler pour pouvoir mieux la rendre inhospitalière dans notre pays. Les forces de défense et de sécurité comme la police et la gendarmerie, la société civile et certains acteurs qui officient dans la protection des droits humains ont pris part à cet atelier appuyé par l'Organisation internationale pour la migration. Et pendant 3 jours, ils vont échanger sur la question pour harmoniser les stratégies de lutte. Kaolack pour Sud FM, Ouachao. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres de ce mercredi 9 juin. À l'entame de sa communication, le chef de l'État, saisissant l'occasion de la célébration de la journée de l'environnement chaque 5 juin, a réaffirmé l'engagement de l'État à mobiliser tous les moyens nécessaires à la préservation de la biodiversité et à la restauration des écosystèmes.
Le président de la République rappelle que le secteur de l'environnement dispose d'un quota de 10 000 jeunes dans le cadre du programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes, dont 7 000 postes sont dédiés à l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, agence qui doit intensifier ses activités sur le terrain. Le chef de l'État, dans cet élan, insiste sur l'aménagement paysage rapide du pôle urbain de Diamniadio, de même que la sauvegarde du potentiel écologique du pôle du lac Rose et des cordons dunaires le long de nos côtes. Le chef de l'État invite par ailleurs le ministre de l'Environnement et du Développement durable à asseoir avec le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique l'ancrage d'une économie circulaire dans le secteur des déchets avec la mise en œuvre du programme de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides Promoged. Le président de la République demande en particulier au ministre en charge de l'Environnement et des Transports terrestres de développer un plan spécial d'amélioration de la qualité de l'air à Dakar en relation avec les acteurs des transports et autres parties prenantes. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État a insisté sur les points suivants. La nécessaire régulation des marchés des denrées et produits essentiels aux ménages par une mobilisation des services compétents du ministère en charge du commerce afin d'éviter toute spéculation et veiller scrupuleusement à une stabilisation durable des prix des denrées de première nécessité, y compris l'aliment de bétail. La relance du cinéma sénégalais par une accélération du programme relatif eu égard au rôle que joue le 7e art sénégalais dans la valorisation de notre patrimoine culturel et au rayonnement international du Sénégal, la poursuite de la sensibilisation et de la prévention contre la Covid-19 par une accentuation du plaidoyer pour le port obligatoire du masque dans les lieux et transports publics et le déploiement intensif de la stratégie vaccinale au niveau national. Au niveau des titres des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi modifiant la loi numéro 6560 du 21 juillet 1965 portant code pénal, le projet de loi modifiant la loi numéro 6561 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale et le projet de décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sud FM, l'info, c'est ici. Renouvellement des délégués des personnels à Dakar-NAV sans le secrétaire général du syndicat majoritaire, les travailleurs d'ISNIET. Ils dénoncent l'absence de la liberté syndicale et le fait que la direction générale veut faire les renouvellements sans le syndicat majoritaire. Ils ont fait face à la presse pour dénoncer cet acte qu'ils qualifient de violation de la liberté syndicale. Abdou Aziz Sy, trésorier général de l'UDTS au micro de Birama Ndiaye. Donc ce qui se passe à Dakar-NAV, c'est simplement entrave à la liberté syndicale. Entrave à la liberté syndicale parce que c'est simplement du refus de reconnaissance d'une organisation syndicale qui a déjà ses délégués du personnel depuis 2012. Le SADNAV affilié UDTS a tenu son congrès le 2 janvier 2021 et a écrit effectivement à la direction pour l'informer de la nouvelle équipe. Ensuite, demandé d'audience pour organiser les élections déléguées du personnel. Aujourd'hui, la direction veut organiser les élections déléguées du personnel. Nous sommes entièrement d'accord. Mais là où il y a des difficultés, c'est que la direction veut l'organiser sans le SADNAV dirigé par le camarade Pascal Gomis. Et c'est le syndicat majoritaire de cette entreprise. Plus de 158 travailleurs sont souscrits pour effectivement être avec lui. Ne serait-ce que cette représentativité, on aurait dû le recevoir et l'impliquer dans ces élections. Aujourd'hui, la situation est très tendue parce que les travailleurs sont remontés. C'est des harcèlements, c'est des intimidations, c'est des demandes d'explication permanentes en ce qui concerne les dirigeants donc, de cette organisation. Heureusement, aujourd'hui, ils ont eu la sagesse de faire venir des médiateurs pour discuter. En ce moment où nous parlons, les cadres sont impliqués et les sages pour voir comment rassembler en tout cas les travailleurs pour aller aux élections. Ce que nous demandons est très simple, que les deux partis, les deux syndicats qui sont dans l'entreprise puissent aller en élection de manière libre. Personne n'a le droit de bloquer ou bien de s'ingérer dans les affaires syndicales. L'employeur doit être à équidistant des centrales syndicales et des organisations de travailleurs.
Le Conseil de l'Ordre des avocats réuni le 9 juin 2021 à la Maison de l'Avocat a pris connaissance de l'instruction disciplinaire décidée par le bâtonnier Papa Laïti Ndiaye à la suite de l'incident survenu à l'audience correctionnelle du 1er juin 2021 du tribunal de grande instance de Diourbel entre Maître Abdoulaye Babou, avocat à la Cour, et Monsieur Mamadou Saïdou Diallo, substitut du procureur de la République près le dit tribunal. Le Conseil, après avoir délibéré, a, en application de l'article 19-13 du règlement numéro 05 CM-UMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UMOA et 57 du règlement intérieur de l'Ordre des avocats du Sénégal, prononcé la suspension provisoire avec effet immédiat de Maître Abdoulaye Babou dans l'attente de la décision disciplinaire. En cette période pré-hivernale à Grand-Yoff, les habitants ne dorment plus à point fermé. Pour eux, les nombreux trous creusés du BRT, l'absence de curage de certains égouts et l'insécurité grandissante risquent d'impacter la santé des populations, de même que les nombreuses déviations notées dans le quartier avec leur lot d'accidents inquiètent plus d'un. Ismaïla Marcel Colli. À l'approche de l'hivernage, les nombreux trous laissés par les travaux du BRT à Grand-Yoff, les populations craignent pour leur santé. Elles pensent que ces trous peuvent avoir des conséquences avec les inondations qui se profilent à l'horizon. C'est l'avis de ce sexagénaire, habitant de Grand-Yoff, Yahya Sonko. En général, Grand-Yoff, à l'approche des hivernages, comme les gens ont beaucoup de craintes, mais c'est surtout accentué cette année avec les travaux du BRT, justement, parce que partout à travers le quartier, pour ne pas dire la ville, c'est des trous béants que l'on retrouve. Et là, quand même, c'est source de crainte. Quand on dit qu'on a des craintes, parce que ça se répercute sur la santé. Donc, il y a de très fortes proportions de gens quand même qui craignent qu'il y ait quand même des problèmes. Parce qu'on est déjà dans l'hivernage. Hein. Il est vrai qu'il n'y a pas plu à Dakar, mais on sent effectivement que l'hivernage s'est installé. À Dakar, ce matin, il y a eu quelques gouttelettes. Donc, vraiment, le problème est assez crucial. Hein. À quelques jets du monument de Grand-Yoff, un autre père de famille du nom de Ndiaga Diop abonde dans le même sens. Pour lui, au-delà des inondations, les populations font face à la prolifération des moustiques, mais aussi à l'insécurité qui plombe ce quartier. Pour vous dire juste, les craintes sont nombreuses parce que actuellement, à l'approche de l'hivernage, nous ne dormons plus à cause des moustiques. En plus de cela, la sécurité. Ici, notre problème, c'est la sécurité. À l'hivernage, vous avez vu les inondations. Ça ne manque pas. Il y a certains endroits, les égouts sont bouchés. Les gens, ils mettent de n'importe quoi dans les égouts. Ça aussi, c'est un problème. Il faut que, je ne sais pas, c'est l'ONAS ou c'est la mairie. Avant l'hivernage, 2 ou 3 mois avant, ils doivent faire ça. Mais toujours, on attend jusque dans l'hivernage pour faire ça. Ça aussi, c'est un problème. Dans ce quartier populaire de Dakar, les travaux du BRT, l'absence de curage de certains égouts et les inondations qui se profilent à l'horizon plongent les populations dans le désarroi. La région de Kaolack a enregistré sa première pluie ce mercredi vers 5 h du matin avec au total plus de 60 mm dans le département de Guinguinéo, plus de 7 mm dans la commune de Kaolack. Le département de Nioro a reçu la plus faible quantité d'eau. Le chef du service régional de la météo de Kaolack soutient que la saison hivernale a démarré mais pas la saison des pluies. Il demande aux paysans à ne pas semer leurs champs dans la précipitation. Mamadou Ba, chef du service météo de Kaolack, est avec Mamadou Kamara. C'est dans le département de Guinguinéo où on a eu les maximums de pluie, avec la commune de Guinguinéo qui a reçu 14,5, Ourour qui a eu 22,0 mm. Mais pour le maxi, c'est au niveau du département de Kaolack avec Keur-Socé avec 24,5 mm. Et c'est dans le département de Nioro où on a reçu les minima de pluie. La commune de Kaolack a reçu 7,3 mm. Pour dire que c'est le début de la saison pluvieuse, ça on peut le dire avec certitude. Par contre, pour dire que c'est le début de la saison hivernale qui nécessite aussi le début des semis pour les agriculteurs, ça c'est un peu ce qu'il faut le dire. N'empêche, on est dans une situation favorable jusqu'à demi, dans la zone sud et un peu dans la zone centre-sud. On va suivre aussi pour voir ce que ça va donner. Mais dire que c'est la saison hivernale, donc c'est un peu tôt. Attendons d'ici quelques jours pour pouvoir confirmer cela. De patienter, de ne pas se presser et d'écouter aussi les informations météorologiques qui vont probablement informer au préalable aux agriculteurs et aux producteurs de la situation ou bien de la conduite à tenir. On prévoit aussi des activités orageuses parce qu'on a un système qui se trouve à l'est du pays, avec frontalier du Mali. Donc on pense que ça va évoluer jusqu'au niveau de nos latitudes, vers les Tambacounda, Koungheul. On espère que ça va se prolonger jusqu'au niveau de Kaolack. Naturel et c'est normal, d'autant plus que c'est des systèmes convectifs, on appelle chez nous dans notre jargon les cumulonimbus. Dans la majeure partie des cas, ces cumulonimbus sont accompagnés qu'on appelle des forts vents qui vont précéder la pluie.
Donc c'est normal. Et l'année dernière, on avait reçu les premiers pluies le 12 juin. Cette année-ci, on a reçu la première pluie le 8, la nuit du 8 vers le 9 juin. On peut dire que c'est un peu précoce par rapport à l'année dernière, mais la configuration de l'année dernière n'est pas celle de cette année-ci. Parce que l'année dernière, on avait reçu des quantités importantes qui pouvaient avec certitude dire que c'était le début de la saison hivernale. Mais par contre, cette année-ci, on ne va pas le dire. Donc il faudra nécessairement patienter pour voir ce que ça va donner d'ici les jours à venir. Dans la réaction de Mamadou Ba, chef du service météo de Kaolack, la région a enregistré sa première pluie ce mercredi vers 5 h du matin avec au total plus de 60 mm dans le département de Guinguinéo, plus de 7 mm dans la commune de Kaolack. Le département de Nioro a reçu la plus faible quantité d'eau. L'éducation au développement durable et à la citoyenneté, c'est le thème de la rencontre de 2 jours des points focaux des écoles associées du Sénégal démarrée ce mercredi à Saint-Louis. C'est à l'initiative des membres de la Commission nationale sénégalaise pour l'UNESCO qui veulent inciter les enseignants à s'engager dans la préservation de l'environnement et les élèves à respecter les valeurs républicaines et de citoyenneté, une manière pour ces derniers de respecter les institutions et d'éviter les scènes de violence. Voici le secrétaire général de la dite commission, Ali Oussi, qui réagit au micro de Yves Tendel. Oui, nous sommes à Saint-Louis dans le cadre d'une rencontre des points focaux des écoles associées du Sénégal autour de la question de l'éducation au développement durable et de la citoyenneté. Donc c'est une rencontre qui regroupe des directeurs d'école, des enseignants, des directeurs de CRFPE, des académies de Saint-Louis, de Louga et de Matam. C'est aussi une rencontre de renforcement de capacité après celle que nous avons organisée à Thiès le mois dernier et les rencontres que nous prévoyons d'organiser dans la région sud et dans la région orientale du Sénégal. Oui, le thème c'est l'éducation au développement durable et à la citoyenneté. Ce sont des thèmes du réseau international des écoles associées qui sont centrés sur l'environnement, sur le changement climatique, sur la préservation de la diversité biologique, de la diversité culturelle. Des thèmes aussi qui sont centrés sur la sauvegarde du patrimoine, mais surtout des thèmes qui sont liés à la question de l'atteinte des ODD à l'horizon 2030. Donc ce sont toutes ces questions qui sont développées au sein du réseau international des écoles associées. Et comme vous le savez ici au Sénégal, on a 127 écoles et instituts éducatifs qui sont membres donc, du réseau national. Est-ce que ça veut dire que l'école aujourd'hui est une réponse face à la crise de la citoyenneté? Oui, vous savez que l'école est une porte incontournable pour tous ceux qui veulent semer dans l'esprit des enfants des valeurs de citoyenneté, de paix, des valeurs de dialogue. Et c'est pourquoi nous avons effectivement centré toutes nos activités au sein, bien entendu, de ces écoles associées. Le centre hospitalier régional Heinrich Lübke de Diourbel vient de bénéficier d'un incinérateur médical financé à hauteur de 76 229 €, soit 50 millions de francs CFA par le Japon dans le cadre du programme d'assistance aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Cet incinérateur permet de détruire les déchets médicaux tout en respectant les normes environnementales. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Japon, Adam Ndiaye. L'ambassadeur du Japon à Dakar, son Excellence Are Tatsuo, a procédé à l'inauguration de l'incinérateur du centre hospitalier régional de Diourbel pour un coût global de 50 millions de nos francs. Il s'agit d'un appareil qui permet de détruire les déchets médicaux en respectant les normes environnementales par une faible émission de dioxyde de carbone. Son Excellence Are Tatsuo. Le constat qui a été fait, c'est que les déchets médicaux sont éliminés par incinération en plein air et d'autres moyens inadaptés qui sont néfastes à l'environnement. D'où la gestion des déchets est une problématique réelle dans les pays en voie de développement. Les piqûres par seringue exposent le corps médical des patients et ainsi que les riverains à un risque élevé de contamination de maladies infectieuses. Je suis convaincu que vous allez tout faire pour assurer la maintenance de cet incinérateur qui est un symbole de l'amitié et de la solidarité entre les peuples du Sénégal
et du Japon. Les autorités médicales ont exprimé leur soulagement. Dr Bokar Sow est le directeur de l'hôpital Heinrich Lübke de Diourbel. Des soins sûrs et sécurs ne peuvent se faire sans une bonne gestion des déchets. Le deuxième élément, c'est que la présence d'une entreprise, quelle que soit sa nature, qu'elle soit une entreprise de soins ou d'autres choses, ne peut être porteur d'effets négatifs et de conséquences pour les riverains. Je pense que sur ces deux aspects, l'incinérateur permet de gérer ces problèmes. Pour rappel, un don de 17 milliards a été octroyé dans le cadre de la coopération décentralisée sous forme de financement Fonds Force Covid-19, de fourniture d'équipements médicaux et d'aide alimentaire, dont don d'une valeur de plus de 557 milliards a été octroyé dans le cadre de la coopération multilatérale en collaboration avec l'UNICEF et l'ONUDI. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Au Mali, séjour de la CEDEAO dans le pays après la prestation de serment du nouveau président de transition et la nomination du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Au cours de cette visite en cours depuis mardi 8 juin, la délégation de la communauté a été informée de l'installation d'ici dimanche prochain du nouveau gouvernement. D'autres discussions sur le processus de transition étaient au centre des échanges. Sori Ibrahim Maïga. Cette visite intervient une semaine après le sommet d'Accra sur le Mali. Le médiateur de la CEDEAO a d'abord été reçu par le président de transition, Assimi Goïta, dans l'après-midi de ce mardi 8 juin. Ensemble, les deux personnalités ont fait le point de la situation malienne, comme l'avait recommandé le sommet d'Accra tenu le 30 mai dernier. Ce mercredi, qui est le second jour du séjour de la mission, le nouveau Premier ministre a à son tour reçu l'organisation sous-régionale. Devant les représentants de celle-ci, il a dévoilé en ces termes, je cite, « Sauf avis contraire du président de la transition, la composition du nouveau gouvernement sera disponible d'ici le dimanche », a déclaré Choguel Kokala Maïga. Au cours de cette même rencontre avec la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Organisation des Nations Unies, conduite par le médiateur de la CEDEAO, le chef du gouvernement a exposé à la délégation sa vision du processus de la transition. Dr Maïga s'est dit conscient qu'il faut de l'inclusivité et une parfaite entente entre les différents acteurs. Ainsi, la transition peut bien réussir, assure-t-il. Pour lui, il s'agira essentiellement de hiérarchiser les priorités, de réaliser ce qui est possible, de rendre possible ce qui est nécessaire. Autre information livrée aux visiteurs du jour par le PM, c'est la présentation et la validation dans 6 semaines de sa feuille de route devant le Conseil national de transition. Sori Ibrahim Maïga, depuis Bamako, pour Sud FM. Le président du Ghana manifeste sa solidarité et sa compassion au président du Faso et au peuple burkinabé suite aux attaques terroristes à Solane qui ont fait 132 morts selon un bilan officiel. Nana Akufo-Addo, qui a séjourné ce matin à Ouagadougou dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, a été reçu en audience par le président du Faso. Les deux chefs d'État, à l'issue d'une tête-à-tête, ont fait des déclarations à la presse suivant la correspondance de Mathieu Somda. 132 personnes tuées par des terroristes à Solhan dans le Sahel la semaine dernière selon un bilan officiel. C'est donc pour soutenir le président du Faso et le peuple burkinabé que le président ghanéen, président en exercice de la CEDEAO, a effectué aujourd'hui le déplacement de Ouagadougou. Nana Akufo-Addo. Monsieur le Président du Faso, je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous nous avez réservé. Je suis là pour témoigner notre solidarité, notre soutien au Burkina Faso dans cette situation difficile. Le choc est toujours perceptible, un choc qui transparaît dans la voix du président du Faso qui reçoit les condoléances du président du Ghana, Roch-Marc Christian Kaboré. Je voudrais saluer votre visite, qui est une visite de compassion, une visite de solidarité que vous exprimez au peuple burkinabé suite à la folie meurtrière organisée par les terroristes à Solan. Il est évident que cette catastrophe, qui est la plus grande que nous ayons eue dans notre pays, a affecté durement le peuple burkinabé dans sa chair. Et c'est pourquoi ce témoignage de fraternité et d'amitié que vous nous donnez aujourd'hui nous réconforte. Face à ce drame de Solhan, le président ghanéen oriente la lutte. Nana Akufo-Addo. De la sécurité, parce que ça c'est une lutte
de toute façon qu'on doit gagner. Moi, j'ai beaucoup d'espoir qu'on peut gagner. Même si on a des moyens modestes, on a le soutien de nos populations. Et c'est ça qui est la chose de plus importante pour gagner cette lutte. Et on va gagner. Quoi qu'il arrive, on va gagner. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. L'auteur présumé de la gifle infligée au président de la République française Emmanuel Macron lors d'un déplacement mardi à Tain-l'Hermitage sera jugé demain jeudi en comparution immédiate, a indiqué ce mercredi soir le parquet de Valence. Âgé de 28 ans, le suspect sera présenté dans le courant de la matinée de demain devant le procureur de la République en vue de sa présentation en comparution immédiate l'après-midi. Le principal suspect a été placé en garde à vue depuis mardi en début d'après-midi avec un complice pour des chefs de violence sans incapacité sur personne dépositaire de l'autorité publique. Lors de sa garde à vue, il aurait indiqué avoir agi sans réfléchir pour exprimer son mécontentement, a complété le parquet. Son camarade va se voir délivrer une convocation en justice pour la fin du second semestre 2022 pour répondre à des infractions en lien avec les armes détenues illégalement trouvées à son domicile, a précisé le magistrat. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue, nous parlons de la grippe, une maladie très souvent négligée mais qu'il faut surveiller car très présente au Sénégal, selon le docteur Mayam, chercheur à l'Institut Pasteur de Dakar. La grippe a été toujours considérée comme une maladie du Nord, en se disant que la grippe n'existe pas ici. Mais je vous dis et vous fais savoir effectivement que la grippe, elle est là, elle est répandue au niveau du Sénégal. Et pourquoi je le dis? Parce que nous, Institut Pasteur, qui hébergeons le Centre national de référence sur la grippe, nous sommes dans cette surveillance-là depuis 1996. Parce que depuis 1996, nous faisons partie du réseau mondial de surveillance de la grippe que l'OMS a créé depuis 1952. Vous savez que le virus grippal est un virus qui mute beaucoup. C'est ce qui oblige l'OMS à revoir tous les ans la composition de ce vaccin grippal. Une première réunion se tient généralement au mois de février. Ça, c'est pour déterminer quelle est la composition concernant l'hémisphère nord, parce que l'hémisphère nord, nous n'avons pas les mêmes saisons grippales, et en septembre pour ce qui est de l'hémisphère sud. Donc pour dire que l'intérêt pour les Africains, c'est effectivement de savoir que la grippe, elle n'est pas une affaire du Nord, des pays du Nord, c'est aussi une affaire de notre continent. Au Sénégal, la prévalence des personnes atteintes de la grippe ces dernières années est estimée à 25%, mais aucune étude récente n'a publié des résultats sur le taux de létalité. La prévalence qu'on a vue, qui existe au niveau du Sénégal, en 2014, 2015 et 2016, est de 25%. Déjà de la grippe. Mais concernant côté mortalité, il y a des études, on est en train dans notre système de surveillance, de surveiller tout ce qui est cas graves concernant associés à la grippe au niveau de certains hôpitaux de la place. Peut-être à l'issue de ces résultats, on peut avoir une idée beaucoup plus claire sur la mortalité liée à la grippe. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 22h passé de 32 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Saisie à Hambourg de médicaments d'une valeur estimée à 518 millions de francs CFA et de plus de 300 kg de chanvre indien évalué à 30 millions. C'est à la suite d'une opération dénommée bouclage du littoral déroulée en 48 heures par la brigade mobile de la douane d'Hambourg. Trafic d'êtres humains, le phénomène prend des proportions inquiétantes dans nos pays et le Sénégal n'est pas épargné avec Kaolack, zone potentielle de transit. Plusieurs stratégies sont initiées par les autorités pour y mettre fin. En Conseil des ministres de ce mercredi, le président de la République a insisté sur la nécessaire régulation des marchés des denrées et produits essentiels aux ménages par une mobilisation des services compétents du ministère du Commerce. Il a également insisté sur la relance du cinéma sénégalais par une accélération du programme
y relatifs. En France, l'auteur présumé de la gifle infligée au président français Emmanuel Macron lors d'un déplacement mardi sera jugé ce jeudi en comparution immédiate. Le journal de la santé a bouclé cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la rubrique Sud Fiscalité avec Radicène.